Salut à tutti, donc nous voici pour ce sixième débat. Et comme d'habitude, on va essayer d'avoir des approches, je pense, un peu singulières dans la société corse qui se tend sur beaucoup d'aspects et dans beaucoup de cercles. Eh bien, nous, on va parler. J'ai demandé, donc, puisque j'organise un peu, j'anime cette émission, à deux cofondateurs, parmi d'ailleurs les plus connus, d'être à mes côtés. Et nous allons parler de pas mal de sujets, et en particulier d'initiatives que nous sommes en train de prendre. Alors sans plus tarder, je vais les mettre en lien. Voici Vincent Carlotti, salut de Vincent. Salut. Et Jean-François Bernardini, Jean-François, salut, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Ok. Alors on va parler bien sûr de la situation actuelle, de tous nos projets, de faire un bilan un peu de notre action. Mais il y a un sujet qu'on va aborder tout de suite, puisque c'est une initiative récente que vous venez d'annoncer, c'est une grande pétition. Alors, pour en parler, je vais prendre la première question. Il y a pas mal de questions qui nous sont parvenues. Il y en a une qui pose la question, d'ailleurs une d'Evelyne Chantal Biolkin, qui l'a faite sur Facebook. Elle dit « Croyez-vous encore qu'une pétition, même avec des milliers de signatures, fera avancer le système entretenu par le gouvernement? Pourquoi a-t-on perdu tout droit? La pandémie nous a ouvert les yeux sur l'incompétence de ces gens que le peuple paye, destruction du patrimoine, des gens du service social, du service hospitalier. Que faut-il d'autre? Stopper ces promotions, refaire des lois et composer une élite citoyenne. » Donc, c'est un peu le problème qui est posé, la question de fond qui est posée. Alors, Gianfranco, tu lâches à Barola. Oui, en préparant cette rencontre et cette initiative, on est bien sûr conscient de ce qui traverse notre société, c'est-à-dire du taux de résignation, de frustration, de déception qui peut affecter la société corse. Il y a de quoi quand on a parcouru un peu le livre Juge en Corse, le limogeage expéditif d'un directeur régional de la police judiciaire et de ses collaborateurs, le numéro 3 de la police judiciaire d'Ajaccio qui serait également visé par une procédure disciplinaire. Bref, les préfets qui partent après 5 mois, les films sur Arte, et puis récemment encore l'incroyable proximité entre un général de gendarmerie, ancien patron de la gendarmerie de Corse de 2009 à 2012, et qui devient responsable de la sécurité des présidents de la République et qui serait en lien avec des mafieux insulaires, comme nous le livre Mediapart dans un article publié hier. Donc il y a comme ça une collection d'échecs, de doutes, de faillites, et qui peuvent justement nourrir cette perte d'espoir, de confiance. Ça ne changera jamais, on ne peut rien faire, c'est compréhensible. C'est un combat perdu d'avance, et avec une pétition, bien évidemment. Mais notre devoir de citoyen, c'est également d'être conscient d'une collection immense, d'une communauté invisible de gens qui sont des gens honnêtes, debout. On pourrait faire une liste remarquable comme ça de citoyens, de juges, d'élus, de procureurs, de juristes, d'experts, d'avocats et d'autres, des milliers de citoyens qui ont envie justement que ça change, que la justice nous soit rendue. Il y a d'ailleurs des citoyens d'autres pays qui nous donnent l'exemple, en Italie, où ce sont des curés qui ont été les premiers révoltés, des habitants de Naples, qui font la garde contre les mafieux qui renversent des poubelles dans les rues, etc. Et donc, oui, on peut se sentir impuissant, incompétent face à la criminalité, qui prospère, qui triomphe d'une certaine manière. Mais la première insolence, c'est d'abord bien sûr cette colère, et la première désobéissance, c'est jeter en pâture sur ce postulat d'abord que la société corse est confortablement mafio-compatible, mafio-tolérante. Mais la première désobéissance, c'est croire justement que la Corse, elle est capable. Elle est motivée, elle est mobilisée pour ce combat essentiel. Sauf que ce combat-là, on ne sait toujours pas par quel petit bout le prendre. Et nous aussi, bien sûr, nous sommes impatients. Nous trouvons que nous voyons aussi que la société corse, elle souffre, etc. Mais nous voulons commencer par un petit bout. Et ce petit bout-là, ce petit pas,
c'est celui qui présenterait le moins d'obstacles possibles pour que chacun puisse participer. Le peuple, la force du nombre. Gagner ceux qui ont peur, et à juste titre, et qui se disent « ce n'est pas mon affaire, je ne suis pas concerné ». Car sans le peuple, il faut bien qu'on soit conscient, il n'y aura pas de victoire contre la mafia. Et donc, il n'y a pas ici, comme ailleurs, de lutte anti-mafia par procuration, par incantation ou par décret. Alors, une pétition, ce n'est qu'un clic, bien sûr, mais ce n'est pas un clic en vain. Pour faire entendre, justement, la vérité qui est portée par 98% des gens, des familles qui veulent vivre en paix, etc. Donc, nous, on n'a pas peur de sembler ridicule. On n'a pas peur d'être modeste. Et je comprends les impatients qui nous disent « Vous pensez qu'une pétition… non, que ça ne changera pas avec une pétition. » Mais nous préférons être ridicules en faisant un pas plutôt que débattre sans combattre. Donc, nous voulons proposer le premier maillon d'une victoire face à la criminalité. Et notre rêve, ça pourrait commencer par ça. Imaginez que chacun de nous dise à l'autre « Et toi, tu as signé cette pétition ? Et toi, le maire pour qui j'ai voté ? Tu as voté, et toi, mon député pour qui je vote ? Et toi, etc. » Tout en comprenant que c'est modeste. Mais il y a une conviction qui nous guide. Les citoyens veulent voir triompher le bien commun. On veut cette loi. Donc, nous avons lancé cette pétition. Je rappelle, si tu le permets, donc qu'en Italie, depuis 1996, on a introduit le principe de la réutilisation sociale des biens confisqués et leur attribution en faveur d'associations ou de coopératives. L'association Libera, qui est un réseau anti-mafia national, a noté et considère aujourd'hui et prouve aujourd'hui combien c'était la marque du début d'une nouvelle phase du mouvement anti-mafia. Donc, et depuis cette loi en 1996, et les Italiens ont saisi 12 500 biens, dont plusieurs centaines ont été redistribués à des associations, à des coopératives, à des fondations, avec des immeubles, des terres, des maisons. On y produit d'ailleurs aujourd'hui des produits alimentaires. On organise du travail social, on produit des biscuits, des pâtes produites à partir de structures qui ont été confisquées et redistribuées pour usage social. Ils appellent ça d'ailleurs les saveurs de la légalité. Donc cette loi-là est une preuve visible, justement, pour les citoyens, qu'il est possible de vaincre la mafia, de rendre au peuple ce qui lui a été volé. Donc en France, bien sûr, il y a une loi qui permet de confisquer des biens criminels mafieux, mais ces biens sont revendus aux enchères, et même rachetés d'ailleurs quelquefois par d'autres mafieux solidaires. Et à notre avis, et à l'avis de tous les experts, de millions de citoyens italiens, cette application de la loi italienne est beaucoup plus efficace. Parce que c'est le peuple qui se réapproprie ce qui a été injustement acquis. Et nous nous réjouissons qu'en France, justement, cette proposition de loi, elle existe déjà. Elle a été votée par le Parlement, elle a été votée par la mairie de Paris. Nous exigeons que ça devienne une loi effective, que ce texte devienne un projet de loi, qu'il soit voté et que cette loi soit promulguée. D'ailleurs, au passage, imaginons un vœu unanime de la CDC, la collectivité de Corse, sur l'affectation sociale des avoirs criminels, ce serait une très très belle contribution. Donc, le procureur Bessoni, qui est aujourd'hui le directeur de l'Agrasc, c'est-à-dire l'agence de recouvrement des avoirs saisis, disait d'ailleurs dans une dernière interview, je le cite, « L'attribution sociale de ces biens sur le modèle italien vous semble-t-elle une bonne piste à explorer ?» Il disait « Ce dispositif me paraît tout à fait intéressant. Je note qu'une proposition de loi a été déposée en ce sens en début d'année pour introduire cette disposition dans le droit français. En Italie, notamment dans les zones où la criminalité organisée est la plus forte, cela envoie un message important à la population. La mafia ne pouvait pas vivre, elle vous vole. Nous arrêtons ces hommes, nous leur saisissons leur patrimoine et nous vous le rendons. Ce principe me semble être particulièrement vertueux. » Ça veut dire donc, cette pétition, il y a une preuve publique qui est faite en Italie, il y a des experts français qui nous disent qu'elle est extrêmement importante, et pour accélérer ce processus, on a lancé cette pétition sur le site Avaz, qui est la plus grande plateforme de mobilisation citoyenne. Avaz en indien, ça veut dire la voix, le cri. Et donc, à cette occasion, ça peut être la Corse qui se connecte avec un mouvement citoyen beaucoup plus large. Donc, on a envoyé aujourd'hui cette pétition
aux maires de Corse, à tous les maires de Corse, à tous les députés de Corse, à tous les sénateurs, et on est très impatients de voir quelle en sera la résonance, le clic qu'ils feront ou qu'ils ne feront pas. Il a un sens là. Et qu'on ne nous dise pas justement que sous prétexte que c'est anodin, on ne l'a pas fait, quoi, parce que cette excuse, elle n'est pas recevable. Et nous sommes appelés les uns et les autres à dire comment on crée cette liste d'honneur de citoyens qui disent « ouais, ce pas-là, je peux le faire ». Comment je peux être le premier village de Corse dont la population signe à l'unanimité cette pétition-là. Je crois que ces petits gestes-là, ils sont essentiels pour être un premier maillon d'une victoire sur cet immense défi qui est devant nous. D'ailleurs, on publiera avec l'accord de ceux qui le souhaitent cette liste d'honneur de la citoyenneté corse. Alors, Vincent, est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être à ce que vient de dire Jean-François ? Oui, sur ce point-là, je ne vais pas répéter ce qu'a brillamment raconté Jean-François. Je vais simplement répondre à cette jeune femme qui se pose des questions. La mafia, ce n'est pas une entité qui est en lévitation sur la société. Elle est dans la société. Et d'une certaine façon, elle est la société. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous sommes, d'une façon ou d'une autre, partie prenante de cette affaire de mafieux. Complaisant, appelez ça comme vous voulez. Bon. Ça veut dire qu'elle ne pourrait être éradiquée que si nous décidons qu'on n'en veut plus dans la société. Chacun d'entre nous dit « j'en veux plus ». La mafia sicilienne a commencé à reculer quand les Palermitains ont défilé massivement dans les rues. Pas avant. Et elle n'a cessé de régresser. Elle est encore puissante, mais elle n'a cessé de régresser. Elle est encore puissante dans d'autres sections de l'Italie. Elle est puissante en France, même si en France, un déni d'État extrêmement important fait qu'on ne la reconnaît pas. Vous savez, pour la France, pour les intellectuels français, la mafia, c'est bon pour les Italiens, pas pour nous. Or, la mafia, c'est également chez nous, elle est extrêmement implantée, elle fait du business, elle est instrumentalisée par des puissances financières, elle instrumentalise même des élus, et on n'arrivera pas à l'éradiquer si on n'a pas dans la population un écho suffisant. C'est l'objectif que nous poursuivons depuis le début, puisque nous avons commencé, malheureusement, le Covid a interrompu, à en faire encore des réunions publiques. C'est-à-dire qu'on s'adressait à la population pour lui dire on va vous parler de la mafia, personne n'en parle, on va vous en parler. Et on va vous demander de réagir. Et les réactions étaient dans l'ensemble assez positives, autant que je me rappelle. Bon. Alors pour conclure là-dessus, c'est faux de penser que cette initiative est. Jean-François disait peut-être que ça ne sert pas à grand-chose, mais on l'a fait. Non, c'est extrêmement important. Tous les gestes que l'on peut faire pour que dans la population il y ait une prise de conscience suffisante sont les gestes importants. On n'éradiquera pas la mafia si chacun d'entre nous n'est pas conscient qu'il faut d'abord l'éradiquer de notre conscience corse, et deuxièmement qu'elle est dans la proximité, elle est près de chez nous. Il y a des amis, nous avons des amis qui sont probablement dans cette affaire. Et il va falloir rompre ses amis. Mon père disait, les parents c'est un peu comme les dents, les amis c'est un peu comme les dents. Quand il faut les arracher, ça fait mal. Ben, il va falloir arracher quelques-uns de nos amis, et ça va faire mal, mais c'est le prix à payer. Je voulais... Ouais. Oui, vas-y, Non, je voulais rajouter une petite chose, je suis là-dessus. Vous savez, je pense que tous, en tant que citoyens, nous devons être convaincus qu'il y a un principe qui est un dénominateur commun à toutes les luttes populaires qui triomphent. Voyez grand, mais commencez petit. Voyez grand, mais commencez petit. Quel que soit le combat fondamental que l'on mène, il est impératif de commencer par quelque chose qui soit accessible, qui puisse être adopté par chacun, par le plus grand nombre, qui ne soit pas soumis à des controverses, à des doutes, à chacun, par un petit pas auquel chacun ne pourrait manquer de s'associer. Et donc, une grande partie de la réussite d'un mouvement populaire dépend justement de la bataille qu'on choisit de mener. On pourrait rêver de renverser la mafia en 24 heures. Oui, c'est possible. On peut le rêver. Mais si on veut le réaliser, il faut qu'on comprenne aussi qu'on ait une compréhension, juste compréhension de l'ennemi qui est en face. Donc, il faut qu'on ait l'audace d'être modeste au début. Il s'agit de mobiliser une société. Et donc, on a autour de nous des alliés. On en découvre tous les jours. Et je disais tout à l'heure, quand Bessone dit à mafia, on ti va mica gampartaruba. Et donc, c'est ça. Et donc, cette liste d'honneur dont nous avons parlé, elle est essentielle. Voir que les avoirs criminels
peuvent être réutilisés pour le bien commun, au service du bien commun. Et c'est le message de la pétition, c'est ça. Si toi, tu ne t'impliques pas, on avancera beaucoup moins vite. C'est pas un match à la télé, quoi. Et le prix de la lutte, il baissera si nous sommes ensemble, si nous sommes nombreux. Tous les grands mouvements populaires commencent comme cela. Je fais une petite parenthèse qui va ravir Léo, j'imagine. Il vous parlera tout à l'heure de l'appel de fonds que nous avons lancé. Nous avons besoin de fonds. Nous avons des adhérents, mais nous avons des actions à mener, des avocats à payer, et il faut de l'argent. Et donc tout à l'heure, on vous lancera probablement encore une fois un appel de fonds. Mais au fond, si parmi les biens mafieux qui seront saisis, quelques-uns revenaient à notre association, ça serait extraordinaire, je veux dire, comme victoire. Hein. Le fait de dire, voilà des mafieux dont on saisit les biens, et une partie des biens est raisonnée à une lutte anti-mafia. Voilà, je voulais faire une parenthèse pour montrer combien ça peut être important de restituer aux associations qui travaillent dans le domaine social et sociétal les biens mafieux. Alors, je veux reprendre un peu la main pour dire que, évidemment, je souscris totalement hein, et que je rejoins en particulier la difficulté qu'on a souvent, il faut bien le reconnaître, de faire comprendre qu'on ne peut pas penser qu'il y a de grands soirs ou qu'il y a des choses qui peuvent bouleverser tout. C'est un combat difficile que le combat contre la mafia, risqué, on s'en est rendu compte même récemment, mais il demande beaucoup d'intelligence et beaucoup d'abnégation. Et c'est vrai que je rejoins cet appel que lançait Jean-François au départ, c'est qu'il faut absolument plus d'investissement citoyen dans la société corse, parce que autrement, je crois que l'avenir de nos enfants collectif sera, et le nôtre, et le devenir collectif de la Corse sera compromis. Il faut beaucoup plus, et peut-être que ne pas oser faire un clic pour soutenir, ou ne pas y penser, etc., ou ne pas donner 10 euros ou 20 euros pour pouvoir aider à ce que des messages comme celui soient diffusés, c'est quand même à la portée de beaucoup de personnes, et il ne suffit plus maintenant de liker, ou il ne suffit pas non plus de commenter, il faut agir, et c'est une façon d'agir. Alors, comme on est limité aussi par la situation sanitaire, il était certain que sur les réseaux sociaux, nous essayons d'être les plus efficaces possibles. Je crois qu'on va passer à une autre question d'ailleurs qui permet d'aborder un autre thème. Enfin, tout est lié évidemment, mais cette autre question, elle est, voilà, je crois que je vais l'afficher. C'est une question donc de Lydia Lombard. Je vais la prendre et la lire. Hein, voilà pour ceux qui ne peuvent pas le lire bien. Que penser de cet enchevêtrement d'informations selon lesquelles il y aurait des liens entre la police, la gendarmerie et le grand banditisme? Dernier en date, Germane et Lavergne. Alors Lavergne, je crois que Vincent, je te laisserai la parole, c'est pour présenter qui est Lavergne, ce grand officier de gendarmerie. Comment avancer si de telles complicités existent? Journaux, police, gendarmerie, politique, les dés sont pipés partout. Que peut faire le collectif face à ce mur? Je me permettrai de commenter cette question de manière très brève en disant que c'est une sacrée bonne question, très 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 pertinente, mais je te laisse la parole. Ça. D'abord, effectivement, malheureusement ça existe, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle nous la porosité qui existe. La mafia ne peut pas exister toute seule, encore une fois, elle n'est pas en lévitation, elle est dans la société. Donc elle a besoin dans la société de gens complaisants au mieux, ou complices au pire. Et il y a effectivement, d'ailleurs, je vais vous dire qu'à mon avis, pourquoi. J'ai vécu quand je travaillais pour Anticorps, maintenant j'ai terminé depuis 2 ans parce que je suis trop éloigné de la Corse maintenant. On a eu un cas comme ça dans le Fiumo, où on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas compter sur les services de gendarmerie pour avancer dans une question grave. Et on s'est aperçu pourquoi. Pourquoi? Parce que les gendarmes avaient travaillé avec des indicateurs. Les indicateurs de police sont des gens qui donnent des renseignements. Et quand on travaille avec un indicateur de police, on le couvre. Et parfois, on le couvre pour la bonne cause, mais parfois, on le couvre. Et malheureusement, ça crée plus d'inconvénients que d'avantages. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas qu'en Corse, hein, dans l'ensemble de la police nationale. Il y a quelque temps, un policier célèbre, un grand flic, comme on l'appelle, de la région lyonnaise, a été convaincu d'accepter des cadeaux des trafiquants de drogue. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un grand procès. Donc ça arrive. Bon. Malheureusement, quand nous sommes une société comme la nôtre, qui est une société extrêmement fermée, ça peut être extrêmement grave. Le cas de ce général, je ne sais pas si ce général est coupable. S'il y a une action judiciaire, on le saura. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas d'action judiciaire parce qu'on n'a pas l'instrument de base
qu'il faudrait pour cela, c'est-à-dire dans le code pénal, un délit d'association mafieuse. Parce que si on avait un délit d'association mafieuse, tout ce genre de fait qu'on peut reprocher à ce général quand il était en Corse, il était colonel de gendarmerie, on peut difficilement les poursuivre. Maintenant, on pourrait les poursuivre, puisque les dispositions actuelles du code pénal italien permettent de considérer que quand on a des amis mafieux, eh ben, quelque part, on doit être interrogé aussi, alors qu'aujourd'hui, si on l'interrogeait, il dirait mais comment me soupçonner un homme comme moi, voilà. Donc ça veut dire que le fait qu'il y ait une porosité importante entre les services de l'État, il n'y a pas que ces services de l'État. Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez tous entendu parler des fraudes aux primes européennes sur l'élevage en Corse. Bon. Eh bien, on s'est aperçu en enquêtant là-dessus, toujours dans le cadre d'Anticor à l'époque, que l'État, par le biais des services concernés, était complice de la fraude, par faiblesse, par opportunisme. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un fait de détournement de fonds publics, soit à usage mafieux, soit pour un autre usage, et qu'il trouve des complicités dans les services de l'État, que ce soit la police, la justice ou d'autres, parce que malheureusement, il peut y en avoir dans les services de l'urbanisme. Quand un service de l'urbanisme écrase, comme on dit, sur un permis de conduire litigieux, il se rend complice d'une action qui peut être extrêmement grave. Voilà. Donc, il ne faut pas être étonné. Alors, quels sont les instruments pour lutter contre ça? D'abord, la prise de conscience des citoyens qui se révoltent et qui le disent, souvent en saisissant le procureur. Quand on constate qu'il y a quelque part une anomalie dans le comportement d'un service de l'État, il y a ce qu'on appelle un article 40 du Code pénal qui permet de saisir directement le procureur. On peut le faire même directement, je veux dire. Par l'intermédiaire d'un avocat. Vincent, je voudrais compléter une lecture qui complète ce que tu dis. Effectivement, on pourrait lire cet article qui est paru dans Mediapart au sujet donc de la complicité d'un plus haut personnage de la sécurité avec des mafieux, en disant, bon, ils sont tous pourris, c'est pourri jusqu'au sommet de l'État, on s'en sortira jamais, on n'a aucune chance. D'ailleurs, personne ne soupçonnerait qu'à ce niveau-là, il se passe des faits de ce genre. C'est-à-dire entendre, parce que l'enquête de Mediapart, elle est particulièrement sérieuse, on se base sur des écoutes téléphoniques où on entend des voyous qui se réjouissent de la promotion d'un gendarme à un plus haut niveau de responsabilité. C'est-à-dire, on entend dire ça va être bon pour nos affaires. Okay. C'est donc d'une gravité scandaleuse. Donc si on met ces lunettes-là, effectivement, on se dit, bon, il n'y a rien à faire, effectivement. D'ailleurs, je précise, et tu l'as dit, la notion de mafia, elle existe, et elle est vive à partir du moment où il y a une corruption, une complicité, jusqu'au plus haut service de l'État. C'est ce qui la différencie d'une simple criminalité. Mais je dirais qu'il peut y avoir une deuxième lecture. On pourrait percevoir dans cet article de Mediapart un signe d'encouragement incroyable. Parce que ce qui a été révélé, effectivement, c'est un scandale, mais aussi on révèle à l'intérieur du système l'existence de gens particulièrement compétents qui veulent combattre cela, qui sont nos alliés, qui sont des gens courageux, qui sont honnêtes, qui ont rendu visible qu'il y a un système immunitaire à l'intérieur. Et donc, ces alliés les plus précieux, qui sont des fonctionnaires de police, courageux, honnêtes, c'est ceux-là qui nous permettent, justement, de ne pas céder au désespoir. Il y a des gens qui font plus que bosser à ce niveau-là. S'ils ont eu cette intelligence, ce sont des alliés incroyables. C'est-à-dire qu'ils nous disent, ils témoignent, ils disent, on n'en a pas parlé à notre hiérarchie parce qu'on n'a pas confiance. Effectivement, c'est un indicateur d'un système inquiétant. Mais il y a des gens qui sont capables, à l'intérieur, de payer ce prix-là, de prendre ces risques-là. Et les vrais héros de cette histoire, ce sont eux. C'est-à-dire que pour eux, les ennemis, ce sont leurs supérieurs, qui sont les alliés du crime. Ce sont leurs supérieurs qui les mettent en danger. Et eux, ils font preuve là d'un courage immense. Et ça, je crois que c'est un espoir incroyable. Après, je ne parlerai pas des journalistes, du travail des journalistes dans cette affaire-là, des journalistes courageux. Il y en a en Corse aussi. Et ça, c'est aussi un signe extrêmement encourageant. Il doit forcer notre admiration. Et si nous mettons justement nos lunettes de clairvoyance, on se rend compte qu'on a des alliés. Parce qu'il y a des gens honnêtes partout. Et effectivement, si on était en dictature, cet article ne sortirait pas. Et les fonctionnaires là, qui ont parlé, qui ont témoigné, etc.,
il y aurait beaucoup de... Bref, il faudrait vraiment s'inquiéter pour eux. Donc il y a encore suffisamment de gens honnêtes à l'intérieur du système, compétents, courageux. Et nous sommes là, le rôle de nos collectifs, c'est justement de dire qu'on a ces alliés-là, ici, sur le continent, dans le monde. Et la pétition, elle peut servir à cela. On a autour de nous des gens aussi qui sont vigilants, qui sont compétents, qui sont courageux, qui payent le prix et qui nous donnent heureusement des informations comme celle-là. Et ça, ce sont des petites victoires qu'il faut signaler. Je te rejoins vraiment tout à fait et je me permettrai d'ajouter qu'on a vu que malheureusement, et on le regrette, s'il n'y a pas cet apport extérieur au niveau médiatique, on s'isanoue, à part quelques journalistes très courageux qui sont encore plus courageux, puisqu'ils contrastent singulièrement avec cette peur. Moi, je peux la comprendre, la peur. Il est évident qu'on a tout le monde a peur, mais quand même. Et même, certaines fois, on ne peut que regretter qu'il n'y ait pas même de reprise d'informations. Je me rappelle qu'à un moment donné, Le Monde avait pris, en citant ses sources, des éléments, et personne pratiquement n'a repris. Ensuite, il y a des travaux vraiment remarquables qui ont été faits, en particulier sur Viastel, en particulier également sur RCFM, mais dans l'ensemble, honnêtement, il y a un contraste terrible. C'est pour ça que nous allons faire bientôt une émission, débat, consacrée à la liberté de la presse sous l'emprise mafieuse. Vincent ? Juste un mot pour dire que, comme disait Jean-François, il y a des choses positives qui se passent. Par exemple, en quelques mois, ont été édités 2 livres sur les faits mafieux. Le premier, c'est Les jeunes femmes dans le livre Vendette, et le deuxième, c'est celui de Marie-Françoise Stéphanie, que je suis en train de lire, si vous voulez. C'était pas le cas il y a simplement 4-5 ans, si vous voulez. On commence à avoir des gens qui sortent des bouquins dans lesquels ils mettent des faits, des noms, et ce sont des jeunes femmes. En plus, c'est 3 jeunes femmes. Et c'est d'autant plus intéressant. Ça veut dire que chez nous, je suis persuadé que les femmes ont un rôle extrêmement important dans cette affaire. Comme elles l'ont toujours été, comme elles l'ont été il y a quelques années dans le combat contre la violence, si vous voulez. Alors, malgré tout, il ne faut pas être pessimiste. Il y a beaucoup de raisons d'être pessimiste. Mais il y a un petit peu, quelque part, des étincelles qui sont en train d'éclairer le ciel, si vous voulez, qui peuvent peu à peu exploser dans le bon sens du terme. Et effectivement, une pétition peut aider à éclairer le système. Parce que si tous ces gens se rassemblent et qu'on arrive à sortir de ce cercle pessimiste pour entrer dans un cercle vertueux, on aurait fait un pas de géant. D'ailleurs, personne n'ignore les attaques qu'a subi Léo il y a quelque temps. Ouais. Bon, c'est par hasard de la part de certains organes de presse et de certains avocats, que je ne citerai pas ici. Ça n'est pas pour rien. Ça veut dire que notre action gêne. Et notre action gêne d'autant plus qu'on sera supporté et écouté par davantage de gens. Donc la pétition, de ce point de vue, elle peut être non seulement utile, mais essentielle. Elle permet une participation active du citoyen. Chacun peut faire ce pas-là. C'est pas un acte héroïque, mais c'est un acte extrêmement important. On pourrait d'ailleurs solliciter toutes les organisations religieuses de Corse, par exemple. Tous les francs-maçons, j'espère que tous les francs-maçons qui sont d'ailleurs cités dans cet article de Mediapart, puisque un des mafieux faisait partie du réseau franc-maçon, je suppose que tous nos amis francs-maçons vont signer cette pétition. Ils sont invités à le faire, ils sont invités, toutes les confessions. On a un devoir moral, une sorte de... Bref, pour que toutes ces valeurs qu'on retrouve dans les traditions respectives de chacun, bref, n'oublions pas que le pape a excommunié des mafieux et ceux qui collaborent avec eux en disant « il s'est exclu de la communauté des chrétiens ». Justement, faisons au moins un petit pas, quoi. Ce petit pas-là, on peut le faire. On peut dire c'est bien qu'ils sont volés au commun, c'est bien qu'ils sont volés à l'intérêt collectif. Il faut les rendre au peuple. Et ça commence comme ça. Et quand on voit l'impact que cette loi a eu en Italie et qu'elle continue à avoir aujourd'hui, on se dit mais nous là, commençons par la demander, commençons à demander à nos élus. Et toi, tu as signé. Et toi, c'est très intéressant de voir la résonance. On disait tout à l'heure que cette pétition aura justement au niveau de nos amis élus et des représentants de notre communauté, quoi. Je crois que ça, c'est capital. 2 chiffres simplement pour éclairer un petit peu l'opinion. En Italie, en 2010 et 2012, c'est les articles les plus anciens, mais c'est les seuls que j'ai trouvés qui soient fiables, la saisie des biens mafieux
a constitué un capital de 11 milliards d'euros. C'est extraordinaire, je veux dire. En France, on n'en est pas là, mais ça progresse, si vous voulez. En France, on arrive à des chiffres peut-être moins importants, mais significatifs. L'Agasc fait l'État, donc qui est dirigé aujourd'hui par le procureur Besson, qui a été procureur encore pendant 3 ans, fait état de 66 ventes immobilières organisées en 2007, dont 58 réalisées pour un montant total de 8 millions d'euros. Vous voyez que c'est faible. Mais les voitures de luxe, les villas, l'argent liquide, etc., 800 millions d'immeubles ont été saisis lors d'enquêtes qui sont jugées, 5100 biens mobiliers, depuis les caves à vin jusqu'aux bijoux en passant par les bateaux, 67 millions d'euros en liquide, et 111 millions d'avoirs bancaires. Ça veut dire que on commence à voir en France l'émergence d'un pactole. Alors aujourd'hui, ce pactole, où est-ce qu'il va? Il va dans les caisses de l'État. Et c'est pas normal. La députée qui a déposé la proposition de là dit c'est quand même cynique que l'État récupère cet argent alors qu'il peut les mettre dans le budget de l'État pour en faire à peu près n'importe quoi. Il serait quand même plus utile d'utiliser pour des actions sociales ces liens-là. Voilà, c'est un petit peu toute la démarche. Ça veut dire que malgré tout, le fait qu'il y ait, comme l'a dit Jean-François tout à l'heure, la mairie de Paris qui a déjà débattu de ces questions, qu'à l'Assemblée nationale, il y ait des députés comme cette jeune femme du MoDem d'ailleurs, pour déposer ce projet de loi qui est en pleine discussion. Il a été voté par le Sénat, il faut qu'il vienne devant l'Assemblée nationale. C'est extrêmement positif. Alors, mais je veux dire quand même que si l'Assemblée nationale sentait qu'il y avait une pétition qui aurait beaucoup de succès, peut-être que ça la motiverait encore davantage, parce que les députés, ils ne sont pas fous, ils savent qu'il faut suivre quand même un peu l'opinion. Alors, je ne peux qu'encourager, pour terminer là-dessus, après on passera à la suite, tous les gens qui nous écoutent, non seulement à signer la pétition, mais à la faire signer par leurs amis, leurs parents, jusqu'à ce qu'on arrive à un chiffre suffisamment conséquent pour qu'on sente qu'on commence à mobiliser l'opinion. Alors juste parce que vous n'avez pas, vous ne visionnez pas parce que vous n'avez pas d'écran de retour. Les questions. Il y avait beaucoup de gens qui interviennent, qui envoient des messages, qui défilent dessous. Là, mais vous ne le voyez pas. Moi, petit à petit, je l'ai fait passer. On en a déjà eu une bonne quinzaine. Donc, la plupart sont des affirmations qui rejoignent nos préoccupations. Je vois que, par exemple, notre cofondatrice, Cécile Froufragiami, que je salue, dit que la corruption fait le lit des dérives mafieuses, ce qui est vraiment un point essentiel. Pascal Bruno, qui est aussi un fidèle soutien du collectif, dit « Observez ce qui se cache derrière les gènes pour comprendre le double jeu, le double discours de nos semblables ». C'est plus philosophique, mais ça mérite d'être exposé. Lydia Lombard, qui revient, puisque c'est elle qui a suscité un peu notre débat par sa question, mais on connaît la compétence de Mediapart, mais si c'est pour classer l'affaire au bout de quelques années, comme on vient de bien voir ces jours-ci dans un autre domaine, alors, il est sûr que, bon là j'y réponds, il est sûr que toutes les affaires que sort Mediapart, si elles étaient jugées, je pense que les tribunaux seraient largement encombrés et qu'il y a une remise en cause considérable de tout le système politique et judiciaire, et c'est certain. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, grâce à des journalistes libres, qui peuvent aussi parfois peut-être se tromper, peu importe, comme tout le monde, mais la plupart du temps, je crois qu'ils visent juste, comme le Canard enchaîné en particulier, comme le Mediapart, comme aussi, tu as pas cité des journalistes courageux, des journalistes corses qui font des livres ou qui interviennent également de manière assez précise, ça sait quand même avancer les choses. Moi, je ne prends qu'un exemple. Tout à l'heure, tu as eu la gentillesse de me parler de la situation dans laquelle je me suis retrouvé. Je tiens, parce que je ne l'ai jamais fait à travers l'émission, à remercier, mais vraiment, quand je dis des centaines, c'est vraiment des centaines de personnes qui m'ont adressé des messages. Mais ce qui a été surtout remarquable, c'est l'approche qui a changé par rapport à la réalité, en particulier de certains organes de presse. Parce qu'on se rend compte véritablement que les rapports de force écrasent tout dans ce pays. Et font taire les uns, ligotent les autres. Et donc on voit très bien cette complicité passive, c'est terrible. C'est terrible à mon sens, parce qu'elle permet justement, par cette forme de collaboration au sens le plus soft du terme, elle permet, il faut bien le dire, à certains intérêts mafieux d'être beaucoup plus tranquilles. On voit bien l'intérêt de notre collectif. Tout ce que nous disons, que nous sommes en train de dire là, c'est autour de ça que se situent aujourd'hui les débats. Donc il faut continuer comme ça. Nous, on prend nos responsabilités, mais il faut qu'on ne soit pas uniquement à les prendre
pour ne pas aller de manière concrète, et ça me permet cette transition de revenir au dernier point qu'on voudrait évoquer, le dernier chapitre, après on répondra bien sûr à d'autres questions, c'est celui de l'objectif du collectif. Alors, à ce sujet, il y a une question de Hugo Pandolf, que je vais mettre d'ailleurs en évidence. Je vais me mettre là comme ça, et je vais la mettre en évidence, je vais la retrouver, la voici. Donc une question d'Hugo Pandolf qui dit, donc je vais être obligé de la reprendre, moi je ne lis pas assez sur le truc. Les paroles, les témoignages, les ressentis recueillis depuis l'existence du collectif sont des armes, comme le dit très bien Jean-François Bernardini. Pourquoi tarder à les exploiter de manière sécurisée et régulière dans le cycle du collectif? Ça, c'est une proposition, voilà, qui est très constructive, qui nous amène à nous poser la question de fond de comment on fait. Parce que je peux assurer à Hugo Pandolf que ce débat, nous l'avons au niveau de ceux qui sont un peu à l'initiative, de ceux qui rejoignent, nous l'avons. Alors peut-être, Vincent, si tu peux reprendre un peu, peut-être pour répondre, ou Jean-François, un des deux, sur cette exigence que nous avons et cette ardente nécessité de pallier à cette insuffisance. D'ailleurs, c'est le débat que nous avons autour de l'émission, hein. Cette émission, elle a un sens parce qu'elle comble un vide. Elle comble un vide. Hein. Voilà. Je crois que parmi les discussions qu'on a quand on se réunit virtuellement, malheureusement pour le moment, ensemble, parmi les discussions, il y en a une qui ressort régulièrement, c'est celle que vient de citer Léo. Comment arriver à communiquer un peu mieux un petit peu tout ce qu'on fait? Et l'idée, sans trahir de secret, l'idée qu'on a, c'est de dire pourquoi on ne ferait pas, nous également, une web TV, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas des émissions régulières sur des sujets qui touchent à nos préoccupations, de manière à ce que, en invitant des gens, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler de ça. Alors, jusqu'à présent, ils nous parlaient à travers les réunions publiques, ils ne peuvent plus s'exprimer à travers les réunions publiques. Peut-être qu'on peut les faire s'exprimer, à condition qu'ils aient le courage de le faire, à visage découvert, naturellement, parce que nous travaillons à visage découvert. Voilà, de manière à ce que, malgré tout, il y ait une parole qui sorte, qui soit une parole crue, probablement, parfois brutale. On a, par exemple, avec les élus, nos élus, qu'on aime bien, on a tous beaucoup de sympathie pour nos élus, mais on a parfois on se frite, comme on dit, hein. On se frite. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment que ça bouge pas assez. Par exemple, quand Jean-François dit il serait bon, malgré tout, qu'il y ait l'unanimité à l'Assemblée de Corse pour la proposition que nous faisons. Mais la question que je peux poser, c'est pourquoi ils l'ont pas fait avant? Pas à peine nous attendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sent que nos élus ne sont pas assez motivés. Et c'est pour ça que, à mon avis, la pétition va les entraîner. Parce que si les élus sentent que le peuple est derrière ce genre de propositions, ils vont faire, vous savez, le eletti sono un po' come I pastori, sono sempre a rido, insomma, non dei pecore, sempre a rido. Bon. Et on n'est que quand les pecore si rassemblent che si mettono avanti. Bon, voilà, c'est tout. C'est un peu ça. Alors je dis, allons-y tous ensemble parce que il faut faire bouger la société. Pour faire bouger la société, il faut qu'elle s'amuse, qu'elle se mette en mouvement elle-même et qu'elle arrive à faire bouger les autorités religieuses. Il n'est pas normal, si vous voulez, que les autorités religieuses ne s'expriment pas plus violemment et brutalement et sèchement, comme l'a fait le pape d'ailleurs, sur ces questions-là. Est-ce que le pape en cause n'aurait pas l'audience que d'autres papes ont eu? C'est pas normal. Oui, on est dans une société où dire la vérité coûte cher. Et les Corses, même inconsciemment, ils connaissent bien la troisième langue de la Corse, c'est-à-dire celle de l'intimidation, celle de la peur, celle des réticences, etc., celle du manque de confiance dans les institutions, qu'on le veuille ou pas. Et donc, ils connaissent le prix à payer. Et ça, c'est une réalité. Mais pour que ce prix-là baisse, il faut que nous levions le doigt. Il faut que nous faisions le petit pas. Et c'est le seul moyen, justement, pour faire baisser le prix de la vérité. Que la Corse n'ait pas besoin de héros, mais elle a besoin de citoyens debout. Alors, tout à l'heure, tu disais les perspectives. On le sait, les militants anti-mafia en Italie, ils vous le disent, la mafia, ça commence par des petites choses. C'est poser une chaise devant le parking pour que tu puisses te garer tous les matins, sur un parking public. Mais la lutte contre la mafia, elle aussi, elle commence par des petites choses. Et ces petites choses-là, aujourd'hui, nous voulons créer une petite occasion de le faire, pour qu'on le fasse ensemble. On est d'accord avec l'impatience, l'indignation, la perte de confiance. On n'a jamais eu de juge Falcone en Corse, effectivement. On n'a jamais eu de maxi procès, d'accord? Bertolt Brecht disait autant d'injustice et si peu de révolte.
C'est ça qui nous interpelle. Autant d'injustice et si peu de révolte. Mais la vraie révolte, mes amis, les vrais combattants, ils savent qu'on ne peut pas gagner un combat contre un ennemi de ce genre du soir au matin, comme ça. C'est-à-dire un système qui traverse l'intérieur d'une société en étant tonitruant avec des coups de gueule. Non, non, c'est pas celui qui criera le plus fort. C'est même s'il y a des moments où il faut crier fort, où il faut faire des vagues, où la colère, elle est utile, mais la colère, c'est un carburant. Pour quel moteur? C'est ça l'intéressant. Quel moteur on veut mettre? Dans quel moteur on veut mettre? Oui, on va au service d'un moteur citoyen. Et éviter le piège, justement, de cette forme de naïveté contemporaine qui croit qu'on détruit le capitalisme en cassant une vitrine, vous voyez, ou en brûlant une agence bancaire, et croire qu'on détruit la mafia avec des coups de boutoir comme ça. Non. Donc nous, notre rôle, c'est de maintenir debout, d'élargir ce cercle. Les attaques contre les uns ou les autres, contre les hauts, sont des attaques contre l'existence de ces collectifs. Et c'est le signe, justement, sont la preuve que ces collectifs commencent à avoir un poids et qu'on aimerait bien les faire taire. Donc, le pire des votes pour la mafia, le pire des votes au profit de la mafia, c'est de penser que rien ne changera jamais. On n'a plus que le silence. Et donc, c'est leur accorder un triomphe, mais définitif. Et choisir aujourd'hui de dire, je ne suis même pas capable de faire un clic pour une pétition. Donc, ouais, je veux bien les discours, les colères, mais il n'y a aucun acte posé. Aucun acte concret. Et donc, nous, notre rôle, c'est de donner ce courage social, mais de le donner ensemble. On va le porter ensemble, ce courage social. Et effectivement, ça peut être désespérant d'être dans un peuple, dans une société qui ne fait plus confiance qu'au silence. Il faut se taire. Donc, nous, nos perspectives, Léo, tu disais, c'est quoi? Eh bien, on va continuer à mettre sur la place publique cette question de la dérive mafieuse, l'aide aux victimes, la mémoire des victimes. Bien sûr, il faut structurer. On n'est encore rien, on est un petit collectif, ok, mais la mémoire des victimes. La mémoire des victimes a été le moteur en Italie pour l'engagement. Et puis, observer quels sont les élus qui vont se précipiter pour soutenir ce combat-là. C'est très intéressant. Être conscient, surtout que quand la mafia ne tue pas, c'est qu'elle prospère, c'est qu'elle intimide. Moins de violence, mais plus de corruption. Moins de violence, mais plus de corrompus, plus de marchés. Et la crise du Covid-19, elle ne fait que ça. Donc, voilà, nous, on a créé ce courage social-là. Et ce courage, on a besoin de le porter ensemble. C'est pas nous, il n'y a pas de héros dans ce collectif. Donc, et ceux qui nous disent, ça sert à rien, ben reparlons-nous dans 5 ans. On verra qu'est-ce qui fait avancer les choses. Celui qui fait les petits pas ou celui qui mène la lutte anti-mafia sur son canapé en regardant le match à la télé. Donc on peut gagner. On peut gagner avec ce courage social qu'on doit nourrir ensemble. Je vais terminer là-dessus en rappelant deux choses. La première, c'est que on dit souvent, il ne tue plus, il y a eu des meurtres, je ne sais plus, ça va mieux. Non, c'est quand la mafia ne tue plus qu'elle est dangereuse. Ouais. Ça veut dire qu'elle est moins visible, mais so come i bombi, travaillent nous autres. Un deuxième aspect que je voudrais souligner, c'est un ami américain m'a envoyé il y a quelque temps, au moment de l'affaire qui a défrayé la chronique aux États-Unis de ce policier qui a étranglé un noir tranquillement en s'agenouillant sur son cou, m'a envoyé une vidéo qui rappelait, c'est l'histoire d'une femme noire du sud de Géorgie qui luttait à l'époque des luttes pour les droits civiques. On a à peu près le même combat, droits civiques, reconquérir nos droits pour s'exprimer. Et elle a lutté comment? Elle venait s'asseoir tranquillement tous les jours sur un bus qui était interdit aux Noirs. Elle se faisait insulter, etc. Jusqu'au moment où, ma foi, une deuxième est venue avec elle, si vous voulez. Donc cette femme, très simplement, elle a mené un combat que Jean-François doit aimer, c'est les droits civiques avec la non-violence en même temps. Oui, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, on peut se battre dans nos petits coins, chacun d'entre nous, simplement en s'opposant, mais on peut s'opposer, comme tu dis, en mettant une chaise sur un parking. L'opposition, c'est pas une position frontale avec une mitraillette ou en défilant massivement, c'est aussi des petits gestes. C'est-à-dire, moi je suis plus d'accord. On dit à you, terminé, passe. Voilà. Et chacun d'entre nous, cette pétition invite chacun d'entre nous à le faire. Avec nous, avec un clic. Un simple petit clic, c'est déjà une façon de s'opposer. Et vous savez, Léo, j'espère ne pas te couper la parole, il y a quand même des choses qui doivent nous conforter. Actuellement,
il y a un immense procès international qui se déroule en Italie. Hein, il y a un procureur qui s'appelle Nicola Gratteri, qui a vécu 30 ans sous protection policière. Et depuis le 11 septembre 2020, il y a donc un maxi-procès en Italie qui vise la mafia calabraise, qui est présente sur tous les continents, bien sûr. Et lui, ce procureur, il dit, je pense que l'Europe la sous-estime complètement. Donc c'est un maxi-procès avec 452 accusés et 438 chefs d'accusation. Association mafieuse, narcotrafic, enlèvement. Est-ce que d'ailleurs, en Corse, on entend parler d'enlèvement? Écoutez, il y a des derniers faits qui ont été commis dans cette île qui sont de véritables enlèvements. Ça ne nous parle ou pas? Dissimulation de cadavres. Dissimulation de cadavres. Ça nous parle ou pas? Donc, il dit, depuis plus de 20 ans, je cite, les mafias préfèrent corrompre plutôt que tuer. La société est plus perméable, elle a moins de sens éthique, particulièrement durant la période de crise, comme celle du Covid-19. En échange de 5 000 €, quelqu'un signera le document officiel qu'il ne devrait pas signer. Tel est le saut qualitatif. La mafia n'a plus besoin de faire usage des armes ou de brûler des voitures. Il suffit de payer et l'argent de la donner, le carburant, moins de violence, plus de corruption. Le procureur Gratteri nous prévient. Je précise que le procureur Gratteri est un procureur italien et l'Italie n'est pas une république bananière. D'accord? Donc il dit, la loi italienne contre la mafia est la plus avancée du monde. Les autres pays européens ne sont pas équipés du point de vue du droit pour lutter. Notre Europe est trop faible face à la mafia. Ça aussi, ça fait partie des experts et des acteurs qui ont une expertise et une compétence que ni moi, ni personne n'a peut-être dans ce collectif, mais il est très important de savoir accueillir et de donner un écho à ces paroles-là. Je complète ce que tu disais. J'ai publié sur Facebook il y a quelque temps un article que j'ai trouvé dans Courrier International sur une nouvelle façon pour les mafieux, italiens bien sûr, mais également internationaux, de s'investir dans la banque, dans de petites banques. Ils prêtent de l'argent. C'est-à-dire qu'ils profitent du Covid qui met en difficulté des entreprises et surtout les petites entreprises pour dire à l'hôtelier qui est en difficulté, écoute, tu as besoin de fric, on le sait, alors écoute, voilà, nous on te donne de l'argent, on te prête de l'argent. Mais avec des taux d'intérêt déments, si vous voulez, parce qu'au bout d'un moment, il cède son affaire. Ça veut dire que le Covid, c'est non seulement une peste, la nouvelle peste pour nous, mais c'est pour la mafia, c'est une source de profit supplémentaire. Ces gens-là qui ont une imagination débordante, ils se sont infiltrés, ils sont en train de faire du business sur le malheur des entreprises qui vont se déclarer en faillite. Alors, avec Léo, on avait écrit, il y a quelque temps, on avait saisi le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur pour leur dire « Regardez, surveillez de près ce qui va se passer encore dans les tribunaux de commerce, parce qu'on craint qu'il y ait les mêmes démarches qui aboutissent à la prise en main de nombre d'entreprises par ces gens-là. » Je ne sais pas si tu as eu la réponse. En tout cas, je n'en ai pas eu connaissance. C'est nous qui avons écrit collectivement le collectif, non, qu'on n'en a pas reçu, pas à mon sens, ce qui ne m'étonne pas. Je pense que l'État, actuellement, selon beaucoup d'impressions que nous pouvons avoir à travers le contact que nous avons à travers ses représentants, y compris du plus haut niveau, sont une fois de plus dans une situation, une parenthèse curieuse. On voit par exemple un procureur général qui reçoit le collectif, qui, lorsqu'il parle avec le collectif, paraît déterminé pour voir la gravité de la situation ou autre, et lorsqu'il parle à la presse, en l'occurrence au Monde, M. Fan, il dit il n'y a pas véritablement de mafia, parce qu'en Corse, vous savez, c'est toujours la même chose. On dit que la mafia, ça ne peut être que la mafia sicilienne, hiérarchisée. Ein de noi, hiérarchie, un ci ne può essere. En France, monsieur, on a en un mexicain. Mais ce qui est quand même, et je le dis sincèrement, ce qui est quand même embêtant. Et ça rejoint d'ailleurs, je vois Léa Lombard qui décidément, cette émission l'inspire, nous dit, pourquoi lorsque je parle du collectif, avec des Corses, ils me disent, je suis d'accord sur la philosophie, mais pas 3 points de suspension, et ils se taisent. Je ne crois pas qu'il s'agisse de peur. Alors c'est quoi cette barrière? Alors moi je vais lui répondre de manière presque péremptoire, pourtant le sujet est délicat et peut-être subjectif, parce que je me suis souvent posé la question.
Je pense que c'est quelque chose qui a toujours existé depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et ça a été expliqué d'ailleurs par des philosophes. Moi, je vous envoie même à des textes de Sartre en la matière, qui en parlent très bien. Je ne veux pas donner le nom de cet article, de son prise de position, parce que cela apparaîtrait comme dur par rapport à des gens qui finalement sont dans le déni. Ils sont dans le déni, alors il faut qu'ils se réfugient quelque part. Pourquoi ne vont-ils pas plus loin? Parce qu'il y a une appréhension, et on le comprend, et nous on ne va pas culpabiliser, on ne va pas dire non, il m'ouvre, tu vois, il est qui non. Il y a une appréhension parce qu'ils sont dans leur vie, ils pensent que ça va continuer comme ça, c'est bien, bon, il y a des problèmes, le Covid et tout ça, on sert d'être... Mais bon, ça va, oui, et puis, bon, des gens font des affaires, ma foi, il y aura toujours des gens qui font des affaires. Ceux qui ne perçoivent pas, ils me font penser à ces gens, d'ailleurs, parenthèse, je souvent dis, mais à ceux qui ne trient pas parce qu'ils disent que le tri, ça ne va jamais que se retrouver tous ensemble. C'est-à-dire, il faut le déni. Alors, des fois, c'est des attaques des personnes. Hein, on a vu ce que ça a donné en ce qui me concerne. Moi, je dis toujours d'aller aux personnes. Si c'est que ça le seul problème, mais alors, je suis tranquille. Parce que si moi, je suis comme vous présentez, moi ou d'autres, hein, etc., est-ce que le problème, il existe toujours, qui que je sois? Est-ce qu'il y est toujours ou pas, le problème? Donc, est-ce que le problème, c'est moi ou c'est autre chose? Je parle de moi comme je peux parler d'autres, mais d'autres, je ne me permets pas d'en parler. J'ai vu d'ailleurs des attaques souvent, bloquant, mais sur des personnes du collectif qui salissent et qui perpètrent chaque fois les mêmes rituels pour salir les gens. Nous ne sommes pas des chevaliers blancs, nous ne sommes pas des gens au-dessus de la mêlée, nous sommes des citoyens qui prenons nos responsabilités en parlant contre quelque chose qui se passe. Et Lydia, je tiens à vous dire, si les gens disent qu'ils sont d'accord sur la philosophie, nous avons déjà gagné. Est-ce que vous avez, et je vous interpelle, Vincent, et donc François, est-ce que vous avez déjà vu une personne qui a discuté avec vous, qui vous a dit « vous avez tort » ? Moi, j'en ai jamais rencontré. Jamais. Jamais. Alors, peut-être qu'ils ont peur de me dire ça, mais enfin, on fait moins peur que la mafia, quand même. Hein. Donc, la question, elle est simple, c'est un problème de conscience citoyenne. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'on soit de plus en plus nombreux pour que de plus en plus de gens s'expriment. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Je ne sais pas si ça rejoint vos propres analyses, mais moi, je le vois vraiment comme ça. Vraiment, de manière très sincère, je le vois comme ça. Écoute, ouais, je crois qu'il faut qu'on prenne la mesure des déceptions qui se sont sédimentées dans cette société au sujet justement du combat contre la criminalité, les effets d'annonce. Voilà, par exemple, il y a 11 ans, la commission violence de la CDC. Par exemple, bon, on vend aux Corses un certain nombre d'illusions, de baudruches. Oh, c'est bon, on a trouvé, on voit, bon, et tout ça ne fonctionne pas. Donc toute cette déception, cette défiance vis-à-vis du système. Hein. Un ministre qui vient dire ici, qui tue en Corse, ce sont les Corses. Si vous témoignez, vous êtes protégé jusqu'au procès. Après, c'est à vous de voir. Mais moi, je comprends parfaitement que les gens soient dans les réticences, et dans des peurs, et dans des méfiances, et dans des incertitudes, et dans le silence. Tu ne fais plus confiance qu'au silence. Sauf que le silence, c'est le triomphe de la mafia et de la criminalité. Donc il faut sortir de cette impasse. Et comment on va en sortir? Malheur au peuple qui a besoin de héros. On va en sortir ensemble. On va en sortir en faisant les uns et les autres des petits gestes qui nous permettent de dire mais on est les plus nombreux. On a avec nous la force du nombre. Et dans une lutte citoyenne, je dirais dans une lutte non violente, la force de l'opinion, la force du nombre est la force tellurique, est la force essentielle. Donc si nous avons nous un petit rôle, c'est d'essayer de la mettre en mouvement, d'écrire cette partition-là, d'être un petit espace, un palmoineto, delle cercano i corsi. Un palmoineto, tu peux dire, là quand même ça je peux le faire. Je rappelle pour nos auditeurs la définition du dictionnaire de la mafia que nous avons mis sur notre site. Il ne s'agit pas de la mafia, celle qui correspond à une vision fantasmée qu'on a vue dans les films et ailleurs. Le dictionnaire italien dit « union secrète de personnes de tout grade et de toutes sortes qui s'entraident sans respect pour la loi et la morale ». On est là, l'article de Mediapart, bref, on le voit bien de quoi il s'agit. Donc, parce qu'il y a des complicités, il y a des porosités, il y a aussi aujourd'hui
c'est de dire oui, on peut gagner. Et ce qui menace mon voisin menace mes enfants. Donc, on est dans une croisade longue, on est dans un marathon, mais essayons de trouver quel est le premier maillon d'une victoire. Nous sommes les citoyens d'une démocratie, donc nous sommes une composante de l'État. C'est pas l'État il a. Bref, donc à nous de tout faire que la loi soit adoptée. Et donc, voilà, je crois que c'est ce. Quand on a sorti notre colère, notre indignation, qu'on a lu les articles, les livres, etc., c'est toujours la question, qu'est-ce qu'on fait? Alors bien sûr, vous savez, les citoyens allemands face au mur de Berlin, ils avaient la même question que nous. Ils se réunissaient tous les lundis soirs dans des églises à 2, à 10, à 20, en 30. Ils étaient 80 000 à Leipzig en 89. Et le mur de Berlin est tombé sans une goutte de sang. Et donc il faut apprendre ça. C'est apprendre à être ensemble, apprendre à fédérer, apprendre à se mettre l'essentiel qui nous rapproche et sortir de la peur, de ce ghetto, de cette impasse et de cette impuissance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et à juste titre, elle est compréhensible, la peur. Elle est compréhensible parce que le prix de la vérité est toujours plus élevé dans ce pays. Et là, c'est le triomphe, non pas des vertueux, mais le triomphe des rusés et des mafieux, bien évidemment. Alors, je voudrais prendre la parole pour revenir, d'abord pour dire que je suis tout à fait d'accord avec Georges Desbros qui nous dit déni ou simplement difficile de quitter sa zone de confort. C'est un peu ce qu'on avait dit. Oui. Tout à fait. Et il y a une question qui nous a été posée, donc que je vais afficher comme tout à l'heure, par Patricia Blanchon. Alors, parce que je fais plusieurs choses en même temps, sachant que le milieu de la justice est décisif pour stopper les mafieux, avec probablement conjointement la police, est-ce qu'en Corse, il existe une association de juristes tout à fait honnêtes, car je suppose qu'il en existe, et qui doivent être nombreux, tout le monde n'est pas pourri, qui se regrouperaient pour se serrer les coudes, œuvrer ensemble et dénoncer des usages mafieux autour d'eux, qui de surcroît doivent les toucher aussi. Alors, peut-être un spécialiste de la justice parmi vous qui peut répondre et décorréler. Moi, je préfère ne pas répondre parce que je vais être trop passionné dans ma réponse. Vincent, peut-être. Non, mais c'est un. Non, je n'ai pas connaissance de ce genre d'association. Et à mon avis, il n'y en a pas, voilà, tout simplement. Voilà, mais l'appel vaut la peine. Mais c'est un appel du pied, oui. Bien évidemment. Mais je voudrais quand même, non pas conclure parce qu'on n'a pas terminé, mais dire que le propos de Jean-François, au final, est très important. On n'en sortira pas si chacun n'a pas confiance que quand il agit, non seulement il se protège lui-même, mais il protège son voisin. Parce que quand on dit que les gens ont peur, ils ont peur pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ne seront pas soutenus s'ils se révoltaient vraiment. S'ils disaient je suis dans une emprise dont je veux sortir. Je me rappelle souvent quand il y avait beaucoup d'attentats contre les rapatriés. Un jour, j'étais maire d'Alire et à l'époque, je rentre dans un bistrot et mes concitoyens étaient en train de discuter. Il va y avoir un hangar qui avait sauté, pas très loin d'Alire. Et la conversation, la personne qui me tournait le dos, tout d'un coup dit « Vai giuntare qualcosa fatto ». Autrement dit, l'accusé n'était pas celui qui avait plastiqué le bien, mais celui qui avait le bien dont on disait, si on lui a fait sauter son bien, qu'il y avait quelque chose à reprocher. Voilà. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on raisonne comme ça, on ne peut pas avancer. Alors, je voudrais... Il y a les criminels et les victimes. Alors attends, et nous, notre problème, c'est d'isoler les criminels. Alors Vincent, je voudrais, parce qu'on a un souci de plus en plus, tout à l'heure on a perdu pendant quelques instants Jean-François, à cette heure-ci, vous savez qu'on est tous pratiquement dans la ruralité, je crois là, ça devient de plus en plus difficile de maintenir. Moi j'ai un petit truc devant moi qui me dit à combien on est actuellement de puissance au niveau d'Internet. Comme je suis à Venaco et que la fibre on ne l'aura pas avant 2023, c'est un peu faiblard, même si je suis sur une 4G assez puissante, et là il y a trop de... Voilà, donc on ne va pas trop s'éterniser. Je voulais simplement revenir. D'abord, bon, juste un mot. Madeleine Tolly nous demande. Merci d'ailleurs. Qu'est-ce que j'aurais mieux fait d'éteindre. Je vous soutiens dans ce combat, mais quid de notre jeunesse? Lors d'une réunion de collectif ici à Ajaccio, très peu de ces jeunes dans la salle, comment les sensibiliser? Ouais, ça, on en reviendra. On l'a souvent dit d'ailleurs, ce n'est pas facile de mobiliser la jeunesse et on n'est pas les seuls à avoir ce problème, même si elles semblent se mobiliser de plus en plus pour de nobles causes. On verra bien ce qu'il en sera, mais en tout cas, nous essaierons de faire en sorte que les jeunes, on aimerait bien que les jeunes prennent toutes les places aujourd'hui dans la société.
participer, parce que ce serait bien. Ensuite, il y a un dernier point que je voulais voir avec vous, c'est véritablement ce acte citoyen qui est d'aider financièrement le collectif. Pourquoi? Parce que le collectif, sa seule force de frappe aujourd'hui, c'est Internet. Et sur Internet, s'il n'y avait pas les moyens pour aider au message, je vous prends tout simplement cet exemple-là d'aujourd'hui. Cette émission, elle va être vue, si nous ne faisons rien, elle va être vue par 15 à 20 000 personnes, c'est sûr, dont 7-8 000 vont la voir pratiquement intégralement. D'ailleurs, il y en a déjà beaucoup qui la regardent en ce moment, mais surtout quand elle va être diffusée, elle est déjà sur notre site, elle va être sur YouTube, etc. Bon, voilà. Mais si nous mettons des moyens autour, eh bien, il y aura 50 000 personnes. C'est-à-dire que nous allons multiplier par 3, voire même par 4. Donc notre but, c'est qu'il y ait le plus grand nombre de personnes qui nous suivent. Alors, on a besoin d'une aide. Alors, je vais superposer donc le site pour vous rappeler, tout simplement, hein, qu'il suffit d'aller ici, là, on va remonter, voilà. Vous allez sur le site et vous avez toute la marche à suivre pour faire un don. Voilà, vous avez la pétition. Avant la pétition, vous avez, voilà, soutenez concrètement le collectif. Nous passons par une plateforme, une association bien connue, qui est donc cette plateforme Allo Asso, qui est véritablement... la prochaine fois, je déconnecterai. Je suis pas occupé. Fiable. Oui. Donc, qui est, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous suggère de donner, si possible, tous les mois, même 10 euros, hein, 20 euros, selon vos moyens. Ça permet de voir loin. Mais faites-le, on a besoin. On a quand même, à ce niveau-là, déjà quelques aides, mais on aimerait en avoir beaucoup plus. Voilà. Hein. OK. Ensuite, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Jean-François, puisque tu es toujours en ligne. Non, oui. Simplement. Là, on doit tous partir avec la conviction que ce petit clic, il a un grand pouvoir. Et donc, on attend que chacun d'entre nous ait cette force-là, cette capacité-là, de mobiliser autour de lui, qu'il y ait des initiatives. J'aimerais bien qu'il y ait un petit village de Corse qui dise chez nous, toute la population a signé à l'unanimité. Je crois que c'est ça qui donne des signes, qui nous envoie des messages, qui nous connecte sur le positif, sur le possible, qui nous sort de l'impuissance. Je crois que c'est un petit geste, mais qui peut avoir un pouvoir immense. Et cette liste d'honneur des citoyens de Corse et d'ailleurs du monde entier, parce qu'Havas nous ouvre cette perspective-là, qui se relient, qui sont en réseau sur une lutte qui est planétaire aujourd'hui, ça peut être un encouragement majeur. Donc, si Bobinci a mafia, faisons de ce combat un combat abordable pour tous, par tous, pas un combat de héros, on l'a dit, mais un combat de citoyens. Et ça, c'est à notre portée. Moi, je voudrais, pour conclure, comme Jean-François, dire que si on sortait d'ici en ayant convaincu chacun d'entre nous, chacun des gens qui nous écoutent, qu'il a en main un pouvoir qu'il ne soupçonnait pas, simplement de l'utiliser par un clic, c'est rien un clic, hein. On a gagné. Voilà, c'est tout. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on vous retrouvera, j'imagine, Léo, assez rapidement les uns les autres sur nos émissions. Oui, en tout à cas, fait. On invente là un premier maillon d'une petite victoire, très modeste mais précieuse. Je vais presque laisser la parole de la fin à Cécile Moufrage, qui est cofondatrice. Elle dit, il n'y a pas que le déni, il y a la difficulté à imaginer comment l'on sort de cette situation alors que les mafias se développent partout dans le monde sur fond de globalisation économique, financière et criminelle. On sait bien que sans volonté et relais politique, les citoyens sont abandonnés à leur propre capacité à réagir, à agir, d'où l'importance des juges et de la anti-mafia. On la rejoint, mais peut-être qu'il faut voir un peu plus de potentiel dans la mobilisation citoyenne. Parce que finalement, si des avancées ont eu lieu dans le monde depuis la nuit des temps, c'est toujours des mobilisations citoyennes, avec leurs imperfections, avec également les situations évidemment difficiles que peut avoir certaines situations lorsqu'on est au XVIIe, XVIIIe siècle, on ne raisonne pas comme aujourd'hui. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce que nous faisons est très moderne. Et que moi, je suis confiant parce que déjà, nous avons fait pas mal de choses. Faisons bouger les choses avec d'autres, hein, nous ne sommes pas les seuls. Il faut pas oublier qu'il y a d'autres associations qui, dans tous les domaines, sont en train d'agir de manière remarquable. Certaines le font depuis très longtemps de manière très courageuse. Je pense en particulier à celles qui défendent, qui pallient aux carences de l'État par rapport aux spéculations immobilières, etc. Mais
ça ne suffit pas. Et bien sûr, nous misons sur la jeunesse. Alors, le débat sur la jeunesse a suscité beaucoup de réactions. Hein. Marie-Josée Bartoli propose d'intervenir dans les lycées avec support de film ou pas. Il y a également Étienne Milly qui dit la jeunesse s'est régalée à regarder Mafiose en épisode. Aujourd'hui, elle s'y est identifiée. Je ne pense pas que ce soit tous les jeunes. Je crois même que c'est une minorité de jeunes. En ce qui concerne également, il y a la barrière, dit Pascal Bruno. Comment dénoncer ce qui se passe entre le blanc et le noir? Ouais, c'est toujours le même thème qui est repris. Et on remercie Patricia Blanchon également, qui vient de prendre l'émission. Elle a vu qu'on avait parlé de choses. Alors, la chaise vide, je dis au revoir à la chaise vide donc, de Vincent. On vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je pense qu'on le fera ça tous les 15 jours. Hein. On essaie de s'organiser. Ce n'est pas évident, mais je pense que ça a relativement bien marché. Vous voyez, le fait que j'ai une certaine disponibilité, ça m'a permis, je pense, de faire passer correctement tous les messages. Et merci Jean-François, hein, parce qu'à chaque fois, je crois que c'est un plaisir d'échanger nos points de vue, parce que ce qui est remarquable aussi dans notre collectif, c'est qu'il y a des sensibilités incroyables. D'ailleurs, si vous voyez ce que nous exprimons les uns et les autres sur d'autres sujets, vous verrez qu'il y a des nuances. Je ne dis pas qu'il y ait des oppositions, ça, le fondamental, on est quand même sur l'essentiel. Mais il y a des nuances, mais ce qui nous rejoint, c'est la certitude que c'est de nous dont dépend l'évolution de la Corse. Alors, merci. En tout cas, on continuera à se battre pour que la parole permette de marginaliser certains comportements qui sont suicidaires pour notre île et particulièrement pour notre jeunesse. Vi ringraziamo e a bene. Buonasera a tutti. A bene.